Bonjour Jean-Marc Limoges, comment allez-vous? Ça va très bien, Denis Lelièvre, et vous-même? Très, très, très bien. Vous abordez un sujet qui me plaît et qui devrait plaire à certains ou plusieurs de nos auditeurs. Donc, je rappelle un peu de quoi il s'agit. C'est un essai intitulé Victor. On comprendra qu'il s'agit d'Hugo et moi. Enseigner pour se venger, préface d'Alain Deneau, publié aux éditions du Boréal dans la collection Liberté Grande, inspiré du monde de Julien Gracq et dirigé par Robert Lévesque. C'est déjà sur les tablettes des librairies depuis plus de 2 mois, le 17 août. Quelques éléments de biographie pour mieux vous connaître et un terme peut-être donc de synopsis. Vous enseignez actuellement la littérature et le cinéma au collège Charles Lemoine. Est-ce que c'est bien ça, sur la rive sud à Longueuil? Oh, entre autres. Ah, tout à fait. Entre autres, j'enseigne dans diverses institutions d'enseignement, en fait, dans plusieurs cégeps. Je vais là où on veut bien de moi. À l'image de votre parcours et de votre vie. Ah, c'est ça, finalement. Entre autres, j'avais réussi à débusquer ça. Je trouvais que c'était pas mal. Donc, dans un essai qui a tout fragmenté pour être dans la collection Liberté Grande, des critiques acerbes, et il y en a, des petites scènes de théâtre avec dialogue, des lettres d'opinion dont certaines ont déjà paru ailleurs, forment cet essai-là qui nous questionne sur notre rapport à l'école et à la culture, mais je dirais davantage justement sur l'enseignement en termes soit de contenu, là, la vieille attitude, enseigner la grammaire justement, liste de lecture obligatoire, préparer à l'EUF l'épreuve uniforme de français, et ceci s'oppose souvent ou vient en conflit avec une conception qui mise l'accent sur la joie et le plaisir et préparer l'étudiant ou l'étudiante à réfléchir davantage. Alors comment vous est venue l'idée là, de consigner ça par écrit, Jean-Marc? Ah ben là, ça m'oblige à faire un espèce de grand saut, S-A-U-T et non pas S-O-T, avec les essais de Montaigne. J'aime bien comparer ma démarche à celle de Montaigne, rien de moins. Tu sais, les essais, là, je sais pas si on le sait, mais c'est quand même le fruit d'un échec. Hein? C'est-à-dire que Montaigne n'a jamais, lui, pensé à écrire cet ouvrage admirable, peut-être le plus beau de tous. Lui, ce qu'il voulait, c'était être diplomate pour le roi. Et il a essayé comme ça tout au long de sa vie de gravir les échelons. Il n'a pas serré les bonnes mains. Et puis finalement, il s'est dit, bon, mais tant qu'à faire, je vais écrire un texte qui se trouve être les essais. Ben moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai voulu faire dans la vie, c'est enseigner la littérature au cégep. Et je me suis... j'ai rencontré, en fait, une somme incalculable d'obstacles qui m'ont empêché d'enseigner au cégep. Là, au moment où on se parle, là, je suis, comme je l'ai dit au début, dans à peu près 5 institutions d'enseignement différentes en même temps. Et je me suis dit, ben voilà, je vais coucher ça par écrit, c'est-à-dire que ça sera comme une espèce de thérapie, là, plutôt que de tirer dans le tas. Ben, je vais écrire un texte. Et pour tout vous dire, si j'avais eu un poste il y a 25 ans, au moment où je commençais à envoyer mes CV, j'aurais sans doute jamais écrit ça. Oui, mais quand même, vous avez une conception qui est très précise et que ne partagent pas nécessairement quelques enseignants qui parfois s'encroutent. On va partir de la préface d'Alain Deneau qui s'intitule L'anti-médiocre. Et une idée, entre autres, justement, en termes de corpus. Il y a eu cette vilaine habitude, mais elle était là dès les années 70, mais je pense que c'est amplifié, d'utiliser des recueils de textes photocopiés, voire récemment, depuis l'épreuve, depuis 1994, des anthologies, mais qui ne sont que des ramassis de fragments qui ne permettent pas de lire une œuvre en entier. Ben oui, ben ça, Alain évoque ce souvenir que nous avons en commun puisqu'on a à peu près fait l'université ensemble et évidemment, on ne pouvait pas, nous, se satisfaire de ces extraits, de ces œuvres charcutées qu'on nous donnait comme ça au compte-gouttes et on avait un appétit de lecture qui dépassait grandement celui qu'on nous présupposait. Et donc, évidemment, une fois qu'on devient enseignant, ben je le dis, c'est le sous-titre de l'œuvre, c'est enseigner pour se venger. Elle est où la vengeance dans mon enseignement? Ben, c'est pas compliqué à comprendre. J'essaie tout simplement aujourd'hui d'être le professeur que j'aurais aimé avoir.
Et c'est pour cette raison que je refuse maintenant de donner de vulgaires extraits. C'est pour cette raison que je refuse d'imposer des lectures. Ce que je fais, puis ça me semble pas tellement compliqué, c'est de leur proposer un choix de lecture, un éventail. Moi, je leur présente une trentaine, une cinquantaine de classiques, puis je leur dis, ben, choisissez le 101 qui vous ressemble. Et puis, ça y est, c'est parti. Votre point de départ, c'est, Victor, en relisant Victor Hugo, un texte que nous trouvons dans les Contemplations à propos d'Horace. Oui. Et là, vous faites un parallèle avec le quartier où vous êtes né, celui de Villeray. Et moi, ça m'a fait penser au propos de David Mamet dans la pièce Oléana, que je viens de revoir, où il y a cette opposition entre une élève qui veut savoir des choses et un professeur qui se cache derrière un pouvoir et, au fond, un vocabulaire qui est toujours le même. Ben oui, ben d'abord, là, j'ai fait un lien avec les essais de Montaigne pour expliquer que c'était le fruit d'un échec. Si on fait maintenant le lien avec Victor Hugo, avec les Contemplations, et plus particulièrement avec ce poème à propos d'Horace, il a joué pour moi ni plus ni moins que le même rôle que la petite Madeleine pour Proust. Hein? C'est-à-dire qu'en lisant ce texte-là, ça a réveillé en moi un lot de souvenirs et peut-être pas les plus beaux. Et effectivement, cette idée du prof très autoritaire et un peu rabat-jouant, voire intimidant dans ce qu'il a de plus crapuleux à la limite, ben ça fait partie de ces gens, de ces instances, de ces symboles de l'autorité que je veux déboulonner. Et évidemment, moi, comme prof, maintenant, je suis à l'opposé de ce prof-là vissé sur son piédestal. Moi, comme je le dis souvent, puis c'est pas une boutade, quand j'entre dans une classe, je n'ai rien à leur apprendre. C'est plutôt eux qui vont m'en apprendre, c'est le groupe qui va m'en apprendre. Et quand je mets un texte sur la table, eh ben, c'est un texte que j'ai envie de lire, que j'ai envie de partager, que j'ai envie de creuser. Et j'ai surtout envie que le groupe m'apprenne des choses sur ce texte-là. Donc, c'est pour ça que le prof autoritaire, là, moi, j'aimerais bien le balayer du revers de la main. Un peu plus loin, vous évoquez justement cette fameuse épreuve uniforme de français avec tous ces critères. On y reviendra parce que vous en parlez quand même à quelques reprises, qui nous demande peut-être plus que la compréhension du texte, d'acquérir la maîtrise de ce qu'on appelle des connaissances littéraires formelles, de nommer à tout prix une métaphore, une synecdoque. C'est pas mal, mais c'est peut-être pas tout à fait l'essentiel. Ben non. Encore une fois, je pense que pour reprendre une expression bien de chez nous, on a mis la charrue devant les bœufs avec cette foutue épreuve. Hein? C'est-à-dire que je me retrouve quelquefois devant des étudiants et des étudiantes qui, devant un texte à analyser, vont commencer par aller trouver des figures de style. Ici, une métaphore, là, une comparaison. Ils voient un comme dans le texte, ils se précipitent sur le comme en se disant, voilà, j'ai trouvé ma comparaison. Et quand ils connaissent pas la figure, enfin, ici, c'est ni une personnification, ni une énumération, parce que c'est à peu près les seules figures qu'on leur enseigne, eh bien, ils disent métaphore. Et puis, évidemment, 9 fois sur 10, c'est tout sauf une métaphore. Et moi, je comprends pas cette façon d'enseigner l'analyse littéraire. Il faut renverser, au fond, le processus. Et mon idée est la suivante. L'analyse littéraire cherche tout simplement à rationaliser une impression de lecture. Alors, il m'est arrivé, par exemple, de lire un poème de Ronsard en classe, et à la fin du poème, il y a une étudiante qui s'écrie spontanément, mais quel manipulateur ce gars-là! Et là, en voyant une émotion vive, eh bien là, moi, je pars de ça en disant, ben maintenant, on va essayer de comprendre en quoi Ronsard est un manipulateur. Et ensuite, quand on quitte les œuvres littéraires, bien, on s'aperçoit que ces outils conceptuels-là qu'on s'est forgés pendant toute une session pour rationaliser nos impressions peuvent nous servir à rationaliser et à analyser n'importe quel autre type de discours, que ce soit une publicité, que ce soit un discours électoral. Ça fait de nous des êtres un peu moins dupes et des personnes qui ont un ascendant sur leur langue. C'est ça pour moi. C'est à ça que servent entre autres les cours de littérature au cégep. Jean-Marc Lima, je suis un petit peu le fil de votre essai et un peu plus loin, vous revenez justement sur votre quartier d'origine, Villeray, tout ça, et vous voyez une espèce de dichotomie entre ce qui se passe et se dit à l'école et ce qui se vit et se dit ou ne se dit pas à la maison. Oui.
Oui, ben ça aussi, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut reprocher à nos enseignants que bien des années plus tard, en fait, parce que quand on a 6, 7 ou 8 ans, on n'a pas encore la maturité intellectuelle pour comprendre ce qui se passe, mais des années plus tard, je me suis rendu compte, au fond, que nos cours de français à l'école nous mettaient en garde, au fond, contre des pièges dans lesquels nous ne tomberions jamais, plutôt que de nous sortir de ceux dans lesquels on était déjà tombés. Et on nous enseignait une langue un peu alambiquée, un peu absconse, un peu sibylline, un peu complexe, rébarbative même, dont nous ne nous servions pas, et pire encore, qu'on ne respecte pas, et pire encore, que les profs eux-mêmes ne respectaient pas. Alors on nous apprenait des trucs comme 20 prend un S quand il est multiplié et qu'il termine le nombre, et puis on entendait les profs nous dire bon, ben, il y a 20 élèves qui n'ont pas encore compris. Ben là, moi, dans ma tête de jeune élève du quartier Villeray, il y avait comme une forme de dissonance cognitive, hein, pourrait-on dire. Et au fond, toute ma vie, ça a été vraiment le moteur de mon enseignement. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ces choses-là plus simplement? Et pour ce qui est du S là, qui termine 20 quand il multiplie, quand il est multiplié et qu'il termine le nombre, on se rend compte au fond qu'une seule occurrence, c'est 80. Alors, il me semble que c'est beaucoup plus simple d'expliquer, ben 80 prend un S. Et là, maintenant, comme prof, aujourd'hui, ben, j'accueille encore des étudiants qui ont de la difficulté avec ce qu'on appelle les homophones, hein, les A puis les A. Les A, le verbe avoir, le A, la préposition. Ben, je me dis, il y a un problème. S'il y a un problème, il n'est pas à mettre sur le dos des étudiants et des étudiantes qui arrivent au cégep et qui confondent encore les homophones. Il est à mettre sur le dos de cette façon de leur enseigner les homophones. D'ailleurs, en quoi est-ce utile de leur enseigner les homophones? J'ai l'impression qu'on brouille leur esprit, qu'on embrouille leur esprit plutôt qu'on les aide à y voir plus clair. Tu sais, il y aurait peut-être... Et à un moment donné, il faut se dire, ben, si les étudiants et les étudiantes du Québec rencontrent toujours les mêmes maudits problèmes, c'est peut-être la façon de l'expliquer qui est le problème. C'est peut-être cette façon-là qu'il faudrait changer. Donc voilà, c'est un peu sur le clou sur lequel je tape depuis plusieurs années. Un peu plus loin, Jean-Marc, vous évoquez un penseur que nous sommes plusieurs à aimer, Albert Jacquard, qui souligne la notion de compétition, de mauvaise concurrence entre les élèves. Oui. Ben oui. Ben là, en fait, là, je reprendrai pas sa réflexion parce qu'il l'explique très bien, là. Donc, il dit que ça crée ni plus ni moins que des tueurs, hein, la compétition, et ça crée une espèce de nivellement. Pardon? À la limite, oui, ça peut entraîner des gestes violents. C'est ça, c'est très dangereux. Mais au fond, encore une fois, il y a une façon très, très simple de faire un pas de côté. Et moi, ce que je leur dis dès le début de la session, c'est que essayez pas d'être meilleur que les autres. Essayez d'être meilleur que vous-même. Et comme je l'ai expliqué, je donne un exemple qui est assez clair au fond. Si j'ai un étudiant qui sort de mon cours à 92% et j'ai une étudiante qui sort de mon cours à 48%, ben là, il va de soi qu'on va se dire, ben le premier a réussi, la deuxième a échoué. Mais si le premier est entré dans mon cours, il y avait déjà 90, il a fait 2% de progrès, et l'autre, elle est rentrée à 24%. Ben, elle a fait un plus grand progrès que le premier. Il me semble qu'avec cette façon de penser, on déjoue un peu cette triste idée de compétition. Oui, c'est parce qu'on évalue à ce moment-là, pour l'élève qui passe de 90 à 92, des connaissances antérieures. Acquises avant notre cours. Ben oui. Et non acquises durant notre cours. Ben exactement. C'est un peu ça. Vous vous intéressez au cinéma et là, on vous propose, vous êtes substitut d'un jour, un groupe d'art visuel et de cinéma. Oui. Qu'on dit vraiment rebelle. Et moi, je me souviens d'en avoir connu. C'est loin d'être des cancres. En général, c'est parce qu'ils sont très critiques. Et vous leur parlez d'un grand film de Claude Chabrol, Que la bête meurt, oui. Où vous trouvez un hommage magnifique à la littérature. Oui.
Ah ben oui, ben là, je pourrais pas le citer comme ça in extenso, mais il reste que oui, c'est un souvenir cinéphilique, hein, comme je l'explique au fond dans l'un des chapitres. Moi, mon univers référentiel dans le quartier Villeray dans les années 70, ça se résumait à la télévision. Il y avait pas beaucoup de livres chez nous, où il y en avait un peu comme dans Léolo, puis il servait à tenir la patte de table, et la télé jouait constamment. Et j'ai eu quand même la chance de voir de grands films, là, quand je faisais croire que j'étais malade pour ne pas aller à l'école, ben, je restais devant la télé, je regardais de grands films et j'étais tombé sur ce film de Claude Chabrol, Que la bête meurt, et cette scène-là m'était restée alors que j'envisageais pas encore être un prof de littérature. C'est des années plus tard que j'ai retrouvé le film et je me suis dit, bien voilà, cet extrait est absolument magnifique. Il me sert au fond à montrer, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, pourquoi est-ce que les auteurs sont si compliqués? Pourquoi est-ce qu'ils disent des choses de façon si compliquée alors qu'on pourrait les dire de façon si simple? Ben justement parce que à force de les dire de façon si simple, à force de dire les choses si simplement, ben on perd un peu leur richesse, leur relief, leur nuance. Et les auteurs sont ceux qui cherchent à nommer le monde différemment, nouvellement, sans cesse. Alors, une fois qu'on a vu cet extrait, ben, je pense qu'on est sur les rails, puis on est capable de lire des textes qui seront un peu plus difficiles. Donc, alors pour moi, c'est une belle entrée en matière. Et il s'agit de présenter ça. Il s'agit de savoir à qui on s'adresse. Hein. Comme je le dis souvent, si je présente une œuvre à des juristes et si je présente une œuvre à des circassiens, je ne peux pas la présenter de la même façon. Alors, si je rencontre des juristes, je sais qu'ils sont habitués de lire, ils ont le code civil sous le bras. Alors, je leur présente l'œuvre comme un texte, et ça ne les effraie pas. Mais mes circassiens, eux, ils lisent pas. Ils font des pirouettes. Ils s'entraînent. Alors, quand je leur présente une œuvre, je leur dis, ben voilà, quand je leur présente un texte, je leur dis, voilà, ça c'est une œuvre d'art. Et là, à ce moment-là, ça marche. Et c'est toujours dans la présentation qu'on peut trouver une espèce de connexion avec les étudiants et les étudiantes à qui on s'adresse. Et vous êtes parvenu à susciter suffisamment l'intérêt des étudiants de ce groupe pour leur parler encore d'un autre cinéaste, plus ancien, plus connu, Alfred Hitchcock, Ben oui. pour vulgariser ces notions de substitution ou de simple permutation, comme dans un jeu. Exactement, mais je pense que c'est ça le but du prof. C'est-à-dire que on arrive avec des outils conceptuels qui sont assez lourds, hein? C'est l'artillerie lourde, hein, comme je dis souvent, axe syntagmatique, axe paradigmatique. Wow, on est dans le mot de 4, 5, 6 syllabes, là, tu sais, c'est un peu intimidant. Mais au fond, quand on fait des mots croisés, on joue sur ces deux axes-là. Quand on conduit sa voiture puis qu'on arrête au coin d'une rue au feu de circulation, on joue sur ces deux axes-là. Alors le but du prof, au fond, même le prof de littérature a fortiori, parce qu'on a souvent l'impression que ça sert absolument à rien, mais c'est de leur montrer que ces outils conceptuels-là dont on se sert pour analyser les textes peuvent nous aider à comprendre la vie en société, à se comprendre soi-même, à mieux comprendre le monde. Et c'est ça que je reproche aussi aux profs qui décident de former leurs étudiants puis leurs étudiantes dans le but de passer une vulgaire épreuve uniforme de français dont ils vont se foutre éperdument une fois qu'elle sera réussie. Alors, en terminant, Jean-Marc, un des derniers chapitres qui s'intitule Lettres ouvertes, et puis tout de suite après, vous évoquez Oliver Asselin. Oui. À quel public vous destinez votre livre? Quel serait son lectorat? J'imagine que vous allez dire qu'il est assez vaste, puisque vous dites que le problème s'étendrait peut-être à toute la surface du Québec. Oui, ben alors c'est le texte dans lequel je cite Oliver Asselin puis Jules Fournier aussi, qui sont deux grands auteurs de chez nous, mais encore une fois, malheureusement, honteusement méconnus. À qui ça s'adresse? Ben, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon lancement, j'avais beaucoup d'étudiants et d'étudiantes de toutes mes cohortes et de tous les cégeps où j'ai enseigné, et j'avais très peu de collègues. Ben, c'est la preuve que ce qui est dit là-dedans est juste et vrai. Mais tu sais, ce livre-là, si des profs peuvent le lire et puis y trouver une source d'inspiration puis se remettre un peu en question, ben moi je suis bien content. J'ai eu en fait quelques échos de quelques profs que je connaissais pas qui m'ont écrit en me retrouvant sur Internet et qui m'ont dit merci, je me sens moins seul. Donc il y a des profs qui pensent aussi comme ça et puis ça c'est tant mieux puis j'espère qu'on sera plus nombreux à l'avenir.
Alors, je rappelle les coordonnées, je dirais, de ce livre. Victor et moi, enseigner pour se venger, préface d'Alain Deneau, signé Jean-Marc Limoges. Merci et bon cours. Merci infiniment. Allez, au plaisir. Au plaisir. Bye. Au revoir.